Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 1er mars 2026, édition Troisième Guerre mondiale. Euh, euh, je suis encore, évidemment, c'est un Web Journal 24 heures. Comme, je veux dire, il y a un nombre incroyable de ces événements qui se produisent le samedi et je dois me retourner en dedans de 24 heures et faire des web journaux. J'en ai déjà parlé, c'est compliqué. Heureusement, on connaît bien le sujet et on va revenir sur les régularités qui sont expliquées par Radio-Québec. Depuis 2019, les relations entre Trump et l'Iran, on étudie ça de près, sous toutes les coutures, depuis 2019. Et on est arrivé à des conclusions, des régularités, etc. Et ici, ce qui se passe n'est pas différent de tout ce qu'on a expliqué. On va le voir. Et donc, on va voir, donc, je vais essayer d'être très concis aujourd'hui. Il y a beaucoup de nouveaux yeux sur, à chaque fois qu'il y a des événements comme ça, une crise internationale, Troisième Guerre mondiale, etc. Il y a comme plein de nouveaux yeux sur les web journaux de Radio-Québec et on doit faire certains petits récapitulatifs pour les gens qui ne nous ont pas écoutés, qui ne nous ont pas suivis au cours des 6, 7, 8 dernières années. On va faire ça aujourd'hui. Donc, on va parler des relations Trump-Iran 2019-2025. On va faire ça très court. On a fait des web journaux entiers là-dessus. On va faire ça très court pour les nouveaux auditeurs parce que notre base d'auditeurs connaît bien le thème et on va parler après ça, on va établir un certain nombre de raisonnements sur le fait qu'il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale, que c'est une opération limitée, qu'il n'y aura pas d'opération de changement de régime. En fait, je reviens sur ce que je disais exactement l'été dernier lors de l'opération Midnight Hammer, où est-ce qu'ils ont bombardé de façon factice les installations nucléaires iraniennes sans causer aucun dommage en disant c'est terminé. Je vais dire donc, à la suite de ces web journaux de juin 2025, que on est en train d'assister à une transition en douce. Trump sauve pour la deuxième fois le régime iranien. Je pense que ce que Israël voudrait, c'est une décapitation complète de la théocratie iranienne. Il voudrait, dans la perspective israélienne, ça serait l'idéal, ça serait genre une espèce de démocratie là, libérale, parce que les démocraties libérales sont traditionnellement faciles à contrôler. On peut acheter la presse et contrôler les esprits. Et donc, c'est probablement ce que voudrait Israël. Or, Trump, en opérant de la façon dont il opère présentement, sauve pour une deuxième fois le régime, parce qu'il retire, comme il a retiré Soleimani la dernière fois, début 2020, il a retiré Soleimani de l'échiquier. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'était quelque chose de superficiel, c'était diplomatique et non pas militaire, que ça ne tenait pas la route, l'explication de la mort de Soleimani ne tenait pas la route, et que ça allait mener vers des négociations de paix. Et on a eu 3 semaines après, justement, des négociations de paix dans la région. Donc, il confirmait ce que je disais, c'est la même chose ici. Donc, on retire des éléments. C'était le modèle Soleimani, modèle Soleimani, modèle Assad, modèle Maduro. On va expliquer ça un petit peu dans ce web journal-ci. On va voir comment Trump opère. Donc, on retire la figure principale des conservateurs, l'ayatollah Khamenei, afin de, ici, l'objectif, faire pression sur les tenants de la ligne dure au sein du régime et paver la voie aux modérés. Mais je crois que tout ça, comme ça arrive tout le temps avec Trump, sans aucune exception, tout cela est ficelé d'avance. Trump n'est pas un gambler, je l'ai déjà dit, on l'a déjà démontré à plusieurs reprises. C'est pour ça qu'il a un taux de réussite de 100% dans tout ce qu'il fait, y compris l'élection de 2020. Et donc, mon son est correct. Le son est cacane. Ah, comment ça se fait? Ah, merde. Attendez-moi là. Désolé, c'est parce qu'on a eu une panne de courant et puis j'ai pas réinitialisé mon appareil de son. Ça va revenir dans le cours du web journal. Ne laissons pas ça nous distraire. Donc, ce que je disais, c'était que c'est ça, faire pression sur les tenants de le son, j'ai perdu mon fil là. Voilà. Ça devrait être correct maintenant, n'est-ce pas?
OK, donc il n'y a pas d'opération de changement de régime. Trump est en train de sauver pour une deuxième fois la théocratie, sauf ce qui va se passer, c'est probablement le fait qu'il y ait une transition, le changement de leadership, il va y avoir un changement de leadership qui va mener à une transition euh, et à l'acceptation de mesures de réforme, etc. Parce que à l'intérieur de l'Iran, il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a les conservateurs et les réformistes. Les conservateurs étaient représentés par Khamenei et qui contrôle aussi les gardes, la révolution, les gardiens de la révolution, etc. Puis il y a les réformistes. Par exemple, le président iranien est un réformiste. Donc, il y a l'ayatollah au-dessus du président. C'est comme le guide suprême, là. Et après ça, en dessous, il y a le président et il y a comme cette espèce de conflit à l'intérieur des institutions politiques iraniennes entre les conservateurs et les réformistes. Et là, mais je l'explique, donc, ce qui va se passer, la transition vers des leaders plus modérés a déjà été conclu d'avance. Et ce que vous voyez, c'est... j'ai perdu mon fil, là. Ce que vous voyez, c'est le déroulement de ça. Comme lorsque Trump disait aux Nations Unies en 2018, le mondialisme est terminé, etc. Je vous avais expliqué ça. Je vous avais dit, c'est terminé. Et quand Trump dit des choses comme ça, c'est que c'est déjà réalisé. Et qu'est-ce qu'on voit présentement quand il est allé à Davos, etc. On a fait plusieurs webjournaux là-dessus. C'est que le mondialisme est effectivement terminé. On retourne vers un système de frontières, de bilatéralisme. Et c'est l'espèce des institutions transnationales. C'est terminé. Et c'est la même chose avec le Moyen-Orient. C'est ce que j'ai expliqué dans le webjournal Donald Darabi, où est-ce qu'il a expliqué l'avenir du Moyen-Orient, un Moyen-Orient de développement économique plutôt que de guerre. Et donc, quand tu fais un discours comme ça, quand Trump fait des discours comme ça, ça a déjà été... tout a déjà été planifié d'avance. Il n'y a, en fait, contrairement à ce que affirme le titre de ce webjournal, il n'y a jamais de boîte de Pandore avec Trump, il n'y a jamais de surprise. En fait, il se présente comme quelqu'un d'imprévisible, mais en fait, il est très, très, très régulier dans son mode d'opération. Et ce qui s'est passé avec la décapitation, entre guillemets, du régime, c'est pas différent du tout de ce qui s'est passé avec Maduro, avec Assad, avec Nasrallah, etc. Et on va voir que c'est toujours le même pattern. Pensez-y correctement. On n'a jamais vu quelque chose de ce genre-là se produire en relations internationales. C'est-à-dire que, je vais y aller plus en détail tout à l'heure, mais c'est-à-dire que on a un problème qui est réglé je vais y aller tout à l'heure, qui est réglé en 24 heures et il n'y a jamais de troupe au sol et il n'y a pas de conséquences. Vous voyez, comme Maduro, c'est réglé en 24 heures, sans troupe au sol, pas de conséquences. Le Venezuela reprend les relations avec Trump. Il n'y a pas de déclaration de guerre. Il n'y a pas aucun missile qui est tiré sur des navires américains. Il n'y a pas de... Même chose avec Assad. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est des trucs qui se règlent comme instantanément, sans dommages, sans conséquences. OK? Là, les gens vont me dire, oui, il y a des gens qui sont morts, etc. Mais c'est des conséquences stratégiques, des conséquences réelles, des conséquences diplomatiques à long terme, etc. On va voir ça, là. OK? Donc, après ça, on va voir le modèle Assad-Maduro et on va voir aussi que c'est exactement comme l'été dernier, c'est-à-dire que normalement, quand tu t'en prends à un chef d'État comme ça, c'est la conséquence de ça, c'est une guerre illimitée, une guerre totale. Et la conséquence normale d'un événement comme celui-là, ça serait, par exemple, de couler un porte-avions américain, ce qu'ils ne feront pas, ce qui n'arrivera jamais non plus, même s'ils en ont la capacité. On va voir ça. Et donc, je réaffirme ce que je disais l'été dernier, c'est-à-dire aucune cible sérieuse attaquée. Depuis 1 an, ça dure, et aucune cible sérieuse attaquée. Et c'est pour beaucoup des opérations spectacles.
Et on annonce déjà, d'ailleurs, aujourd'hui, la reprise des négociations. Voilà. Donc, allons-y rapidement. Je vais essayer d'être concis rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi les web-journaux de Radio-Québec depuis 2019. Trump a tenté par tous les moyens d'éviter la guerre avec l'Iran à de nombreuses reprises. Il a tenté de négocier avec le régime iranien sur le nucléaire, etc. Et dans 2 web-journaux, j'ai expliqué justement comment Trump faisait preuve d'une retenue incroyable. Alors qu'il y avait des négociations avec l'Iran, il y a un acteur, euh, euh, un acteur inconnu qui essayait de provoquer une guerre entre les États-Unis et l'Iran pendant que des négociations étaient en train de se dérouler en 2019. Par exemple, il y a un porte-avions, alors que le premier ministre japonais allait discuter avec l'Iran pour, justement, faisait partie des négociations, un pétrolier japonais avait attaqué. Trump avait fait preuve de retenue à ce moment-là. Il y avait eu aussi la raffinerie en Arabie Saoudite qui avait été attaquée par des drones. Tout le monde pointait du doigt l'Iran. Et finalement, Trump avait dit non, 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 c'est les Houthis. Il y a eu ce drone américain qui a été abattu tout ça en 2019, au-dessus du détroit d'Ormuz. L'Iran dit que c'était dans sa zone territoriale. Les États-Unis disaient que c'était dans les zones internationales. Et Trump a envoyé les bombardiers pour bombarder l'Iran à ce moment-là parce que c'était un casus belli. Mais finalement, les a rappelés 10 minutes avant et avait filmé à la Maison-Blanche Nancy Pelosi et Chuck Schumer qui dansaient parce qu'ils entraient en guerre. Donc, il y a eu aussi cet avion de Ukrainian Airlines, l'avion ukrainien qui a été abattu par Téhéran. Et encore une fois, ça avait l'air que le régime iranien était derrière ça, mais Trump avait disculpé le régime iranien à ce moment-là. Il avait dit, c'est probablement un tir de... Quelqu'un a pesé sur le bouton par erreur, etc. Donc, Trump a tout fait en 2019, alors qu'il y avait des éléments qui tentaient de le faire entrer en guerre avec l'Iran. Trump a tout fait pour éviter la guerre. Et dans ce sens-là, il a été exactement comme JFK lors de la crise des missiles de Cuba. Il savait très bien que ses généraux essayaient de le faire entrer en guerre contre Cuba. Mais là, ici, c'est pas les généraux américains, c'est un acteur, c'était comme... Comment je pourrais dire, par exemple, l'attaque de drone sur la raffinerie saoudienne, on n'a jamais su exactement qui avait lancé les drones. Et donc, il y a un acteur invisible, je pense que j'avais dit dans les web journaux ici, j'avais dit un acteur invisible qui essayait, avec des attaques sous faux drapeau, de créer un casus belli entre les États-Unis et l'Iran. Et Trump a toujours résisté. Et en ce sens-là, il est dans la tradition de JFK qui avait lu The Guns of August. J'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est l'explication de l'engrenage de la Première Guerre mondiale, alors que personne ne voulait la guerre. Ils ont été par le jeu des alliances et des inévitabilités et de la réciprocité des attaques. L'engrenage de la guerre a été lancé. Ils n'ont pas été capables de reculer et ça a mené à une boucherie. JFK a résisté à la crise des missiles de Cuba et grâce par le fait d'avoir lu ce livre-là. Et Trump est dans la même lignée que ça. Donc, pour terminer ce segment-là, en 2019, il y a eu cette tentative de faire entrer les États-Unis en guerre. Et ça aurait été désastreux pour Trump parce que ça aurait été, il se serait embourbé contre l'Iran. L'Iran est une puissance, une grosse puissance régionale. Et il y aurait eu des morts américains, etc. Ça aurait été désastreux pour les midterms. Okay? Donc, ça aurait été comme le Vietnam de Trump, mais au Moyen-Orient. Et donc, Trump a résisté. Donc, et là ça donne juste le ton. Et Trump a été très respectueux quand on écoute, moi, je suivais à l'époque, il était très, très, très respectueux avec le régime iranien, excusait la plupart des trucs qui se passent. On blâmait l'Iran, Trump disait non, 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 c'est pas l'Iran. Il a même ici, ça, vous voyez, comme l'Iran affirme avoir arrêté 17 espions travaillant pour la CIA. Certains pourraient être condamnés à mort, nous dit ABC News. 17 espions, c'est le clin d'œil du 17 et c'est aussi mon interprétation de ça parce que ça, c'est comme un réseau complet que tu démantèles. L'Iran a probablement demandé aux États-Unis un signe de bonne volonté et les États-Unis ont donné la liste de leurs espions à Téhéran et ces gens-là se sont fait arrêter, etc. Donc, maintenant, je vais établir un certain nombre de patterns de raisonnement. Donc, une guerre de longue durée est impossible politiquement pour Trump parce que sa base ne le veut pas. Il avait promis pas de nouvelle guerre, etc. Donc, une guerre de longue durée est impossible politiquement, ni économiquement non plus. Les midterms s'en viennent. Tu ne veux pas que les marchés s'effondrent. Au contraire, Trump veut relancer l'économie. Ça va se passer probablement au mois de mai. Le boom économique va commencer au mois de mai avec le changement du directeur de la Réserve fédérale. Et là, les taux d'intérêt vont baisser et
Il va y avoir des investissements. Donc, une guerre de longue durée est impossible, politiquement et économiquement. Euh, et aussi, c'est ça, parce que Trump ne prend jamais de risques comme ceux-là. Hein. Donc, après ça, une opération de changement de régime sans troupes au sol est impossible. On avait expliqué ça l'été dernier. Il n'y a jamais eu dans l'histoire une opération de changement de régime sans troupes au sol, que ce soit en Afghanistan, ça prenait je me rappelle plus c'est quoi c'était le nom des guerriers, les Peshmerga ou avec Massoud, là, et plus les forces spéciales, même chose en Libye avec Kadhafi, ça prenait des insurgés plus des forces spéciales, plus des frappes aériennes pour obtenir un changement de régime. Tu ne peux pas avoir un changement de régime sans troupes au sol. C'est la même chose. En Irak, s'il n'y avait pas eu de troupes au sol, ils n'auraient pas pu avoir de changement de régime, etc. Donc, ça prend des gens pour courir. Voilà, ici, ça, c'est les cartes quand ils cherchaient les dignitaires du régime en Irak. Là, ici, c'est pas ça qui va se passer. Donc, le régime contrôle 100% de la force militaire sur le terrain et il n'y a personne qui peut... Tu peux pas... regardez juste ce qui se passe en Ukraine, là. L'Iran a probablement plus de troupes que l'armée ukrainienne et c'est pas possible. À partir tu peux pas avec des bombardements, même avec des milliers de bombes, tu peux pas arriver à détruire des unités comme des divisions, des centaines, des dizaines, peut-être même des centaines de divisions avec des tanks, etc. Tu peux juste pas contrôler le terrain. Donc, c'est pas possible. Ils peuvent pas renverser le régime. Et donc, étant donné qu'ils ne peuvent pas renverser le régime, à quoi rime tout ça? C'est une transition en douce. Et c'est ce que j'expliquais. Ils veulent faire pression, comme je l'expliquais ici, ils veulent faire pression sur les tenants de la ligne dure, affaiblir les capacités probablement des gardiens de la Révolution, montrer aux tenants de la ligne dure que c'est pas possible. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une coalition des pays du Golfe et maintenant de la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre qui disent qu'ils vont entrer dans le conflit. C'est pour faire pression diplomatiquement sur les tenants de la ligne dure. OK? C'est pas pour faire une troisième guerre mondiale, c'est pour... Et en fait, ici, on se pose la question, on a vu plusieurs, étant donné que j'y suis là, on a vu plusieurs tirs de missiles iraniens sur, par exemple, des hôtels à Dubaï ou dans différents endroits. Et là, on se dit, mais la question, c'est qui tire réellement ces missiles? Est-ce que c'est réellement l'Iran qui tire des missiles sur des cibles civiles dans les pays du Golfe? Parce qu'il n'y a aucun objectif militaire, ils n'ont aucun avantage à faire ça, outre le fait que de ramasser plus de personnes contre eux, ramasser plus de pays du Golfe contre eux. Donc, il se pourrait que certaines des cibles qui ont été tirées, qui ont été atteintes dans les pays du Golfe, les cibles civiles qui ont été atteintes, et même, il y a une raffinerie, je pense, qui a été atteinte dans je pense que c'est en Arabie Saoudite. Il est possible que ce soit comme pour la raffinerie en Arabie Saoudite en 2019, que ce soit une opération sous faux drapeau pour rallier les pays du Golfe contre l'Iran. C'est pas sûr que ce soit l'Iran qui est réellement... Et c'est pour ça que je dis il faut faire attention à ce qu'on voit sur Internet. On voit des explosions, etc., mais on ne sait pas qui tire. On sait pas... Des fois, on ne sait même pas exactement où c'est ou qu'est-ce qui a été touché, etc. OK? Donc, on est dans le brouillard de la guerre et la désinformation et tout, et les opérations sous faux drapeau et tout ça. Et tout ça. Tout ça pour dire que la France, l'Allemagne et l'Angleterre ont annoncé comme je le dis, ont annoncé qu'ils allaient embarquer dans l'opération. Je vous montre l'explication. Deux déclarations qui nous viennent d'Europe, en l'occurrence. Escalade qui pourrait menacer la région, l'Europe et au-delà. Et ces informations qui nous viennent de Berlin, dans le même temps, Thierry Arnaud, Berlin, Paris et Londres qui se disent prêts à des actions défensives pour détruire les capacités militaires de l'Iran. Comment interpréter ces déclarations? Et effectivement, ça pose la question... Les opérations défensives pour détruire les capacités militaires de l'Iran. En tout cas, c'est un peu orwellien comme formulation, mais tout ça pour dire que, encore une fois, donc l'objectif est de faire pression sur les tenants de la ligne dure au sein du régime afin de paver la voie aux modérés. C'est ce que j'expliquais l'été dernier. Il n'y aura pas d'opération. L'opération de changement de régime est impossible avec des frappes aériennes. Les troupes au sol, il n'y en aura pas et le régime contrôle complètement tout le terrain. En Iran, et la seule chose qu'ils peuvent espérer, c'est dégrader les capacités offensives balistiques, par exemple, de l'Iran. Lui, édenter l'Iran
et castrer un peu les gardiens de la Révolution afin qu'à l'intérieur, quand il y aura des discussions, on se dit, ouais, ben, vaut peut-être mieux privilégier la voie la voie modérée, la voie de la négociation, etc. Et on va en parler tout à l'heure avec les successeurs à Khamenei, parce que Khamenei, ben c'est ça, décapiter, le retrait de Khamenei n'a aucun sens diplomatiquement parce qu'il va être immédiatement remplacé. Dans quelques jours, il va en avoir un nouveau. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose de symbolique. Hein, c'est quelque chose de symbolique. Donc, ça nous amène OK, il y a deux choses que je veux expliquer ici. Donc, il n'y a aucune riposte sérieuse de la part de l'Iran. Et c'est le même modèle qu'avec Nasrallah, Assad et Maduro. Donc, allons-y tout de suite avec aucune riposte sérieuse de la part de l'Iran. Il y a aucun. Je vais juste prendre cet exemple-là. On tire encore une fois sur des infrastructures civiles. On ne sait pas qui tire, mais il y a, par exemple, il n'y a pas de porte-avions américains ou de cuirassés américains qui sont dans le fond du Golfe Persique présentement. Or, le fait de tuer, d'assassiner le leader d'un pays, normalement, la riposte proportionnel serait de tirer de couler un navire américain, et ils le peuvent couler un navire américain parce que c'est la chose la plus facile à faire à l'ère des missiles hypersoniques. Hein. Donc, s'ils vont à venir, Défense nationale, les porte-avions peuvent-ils survivre aux armes hypersoniques? La réponse, c'est non. Des missiles qui vont à Mach 6, 7, 8 des fois, et puis qui sont manœuvrables en plus, contrairement aux missiles balistiques qui tirent, qui ont une cible désignée, puis qui suivent des coordonnées précises. On ne peut pas tirer des missiles balistiques sur un navire en mouvement en passant, là, où c'est très difficile. C'est ce qu'ils ont annoncé. L'Iran avait tiré 4 missiles balistiques sur un porte-avions, sur une cible en mouvement. Là. Mais, et donc, et ça n'a rien donné comme effet, justement. Donc, 5 raisons pour lesquelles les porte-avions américains sont plus vulnérables que jamais, nous dit National Interest. Wall Street Journal, drone swarms about to change the balance of military power. Donc, en plus de missiles hypersoniques, on peut envoyer des centaines de drones sur un porte-avions, ce qui empêcherait le porte-avions rendrait impossible la capacité de se défendre par le porte-avions. Il n'y aurait pas les moyens d'abattre comme une centaine ou 200 drones. S'ils veulent descendre un porte-avions, ils peuvent le faire. The Future of National Security. Le rapport de CBSA, c'est ça ici, CBSA, avertit que les nouveaux missiles réduiraient considérablement, voire annuleraient l'efficacité de défense aérienne américaine de porte-avions, même si le groupe aéronaval opérait jusqu'à 1600 km nautiques du site de lancement, etc., etc. Et présentement, dans le Golfe Persique, il y a un porte-avions, le USS Lincoln, et puis 3 cuirassés, corvettes cuirassées. Il y en a un peu partout. Les Iraniens n'ont rien tiré là-dessus. Et les Iraniens, en plus de ça, ont un porte-avions. C'est pas un porte-avions, c'est un porte-drone, le Shahid Bahman Bagheri, qui, lui, n'a pas été coulé non plus. Il n'a pas été coulé non plus. Donc, on va aller plus dans le détail de ces frappes qui ne font pas de réels dommages militaires. C'est pas comme ce qu'on voit normalement en Ukraine. Moi, je suis la guerre en Ukraine à tous les jours et ça, c'est du réel dommage. Quand tu veux faire du dommage, c'est du réel dommage. Par exemple, à titre d'exemple, l'Ukraine a coulé, je pense, en 2023, peut-être en 2020, je ne me rappelle plus, là, le cuirassé Moskva, hein, donc, et d'autres bateaux. L'Ukraine détruit 2 patrouilleurs russes et des avions B-12 lors d'une frappe massive de drones. Puis après ça, il y a le Moskva qui a été coulé. C'est une espèce de navire phare. Après des années de dénégation russe, un tribunal admet que, par inadvertance, qu'un cuirassé de la mer Noire a été coulé par l'Ukraine, le Moskva. Ça avait fait scandale à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que toute la flotte, après le coulage du Moskva, toute la flotte de Sébastopol avait été déplacée à Novorossiysk. Donc, vous voyez, les bateaux étaient dans le coin entre la Crimée et Odessa. Et ils ont tous été rapatriés et ancrés dans le port de Novorossiysk. Ils ont été complètement retirés du théâtre d'opération de la mer Noire parce que c'est trop facile à couler. Un cuirassé, un porte-avions encore plus, c'est extrêmement facile à couler. Vous voyez ici, donc, Ukrainian strike changed Russian naval operation in the Black Sea. Les frappes ukrainiennes ont changé les opérations navales russes dans la mer Noire. Ça, c'est avec des simples drones. Des drones sous-marins ou des drones
Ça s'est fait dès le début de la guerre. Et après ça, là, ça fait 2 ans, peut-être 3 ans que les Russes n'ont plus aucun bateau dans le coin de la Crimée-Odessa. Ils ont tous envoyé, comme vous le voyez ici, ils ont tous caché leurs bateaux à Novorossiya, dans le port de Novorossiya, avec des systèmes antidéfense aériens, etc. Parce que c'est facile couler un bateau à l'ère des drones, à l'ère des missiles hypersoniques, etc. C'est ce que toutes les publications stratégiques vous disent. Et l'Iran n'a rien fait. Il ne va rien faire non plus. OK? Et là, vous me dites, ils ont peut-être peur, j'entends des fois les gens qui vont dire, ils ont peur des répercussions, etc. On parle de personnes qui sont prêtes à mourir, là. Tu sais, c'est les chiites, là, c'est-à-dire c'est le culte du martyr. S'ils pensent qu'ils ont raison, là, que Dieu est avec eux, là, la mort, c'est rien. C'est comme le Hamas là, à Gaza. La mort, c'est rien. Ils ont peur de... Je pense pas que les Iraniens ont peur de quoi que ce soit, OK? Et je pense que c'est plutôt un honneur de mourir pour eux. Même chose avec l'anti-aérien. Ils ont des systèmes de défense extrêmement sophistiqués. Il ne s'est rien passé. Donc, ils ont une défense intégrée avec la Russie et la Chine. Ils ont acheté plein d'équipements. Donc, j'avais fait le tour de ça l'été dernier. Donc, des S-300, des S-400. Comment l'Iran a mis en place un réseau de défense aérienne russe? Quels sont les atouts et les limites aujourd'hui, dont les S-400? Défense en profondeur, plusieurs layers de trucs. Puis là, il y a des gens qui vont bouffer quand même le truc, là, genre, oh, les Américains ont réussi à neutraliser tout ça. Ouais. Les Russes ne sont pas capables de faire ça en Ukraine. Comprenez, les Russes ne sont pas capables de complètement neutraliser la défense aérienne ukrainienne. C'est-à-dire que renforcement militaire américain en direct, l'Iran surveillé par une entreprise spatiale chinoise, l'Iran a accès à des satellites chinois, aussi des satellites iraniens, la Russie lance un satellite espion de haute précision pour l'Iran. Ils savent à quel moment les missiles décollent, par exemple, lorsque les États-Unis et Israël ont frappé les premières frappes samedi matin, l'Iran était immédiatement au courant que des missiles étaient partis. Hein? Et là, on essaie de nous faire croire que comme Nasrallah, Khamenei prenait le thé dans son bunker, attendait les missiles, alors que tout le Moyen-Orient, les ambassades avaient été évacuées, tout le monde, les bases évacuées, tout le monde s'attendait à la frappe. Le chef suprême est allé prendre le thé avec son haut commandement dans le bunker le plus facile à faire sauter. Vous comprenez? C'est comme Nasrallah, là. Donc, la Chine fournit à l'Iran des radars et des technologies de surveillance pour suivre les avions furtifs américains, etc., etc. C'est pas ce que... Une gardienne de la révolution islamique iranienne a réussi à placer en orbite son 3e satellite d'imagerie militaire, etc. Ils ont des avions de 4e génération avec des systèmes de 5e génération dans les avions, etc., etc. Et c'est eux qui fournissent une grosse partie des drones que les Russes utilisent en Ukraine. Je veux dire, il y a cette espèce d'intégration entre les deux. Mais on essaie de nous faire croire, malgré tout ça, on nous fait croire que... et là, c'est... qu'ils ont pris le contrôle du ciel en 24 heures. Cette fois-ci, c'est pas... les Américains israéliens, rappelez-vous la dernière fois, je rigolais parce qu'ils avaient annoncé qu'ils avaient pris le contrôle du ciel en 48 heures, alors que les Russes n'ont jamais été capables de faire ça en 4 ans. Les Russes, présentement, c'est encore une fois, c'est ici, là, juste pour vous donner... Parce que ça nous amène au point... je vais essayer de structurer, là. Ça nous amène au point ici... Opération spectacle, OK? Encore une fois, les opérations spectacle, la Russie, et c'est des systèmes similaires, là, c'est tous des systèmes similaires. La Russie, présentement, il n'y a aucun avion russe, de chasse russe, des bombardiers qui volent directement au-dessus de l'Ukraine. Je ne sais pas c'est dans quel article on retrouvait ça ici, là. Il n'y a aucun avion russe qui vole au-dessus de l'Ukraine. Ils restent au-dessus du territoire russe. Ils ne vont pas au-dessus du territoire ukrainien de peur de se faire abattre. Les avions russes les plus performants ont quand même peur de l'anti-aérien ukrainien et ne prennent pas de chance. Il y a des avions russes qui se sont essayés et qui ont été abattus. Et là, maintenant, en 2024, 2025, 2026, les avions russes ne volent plus au-dessus du territoire ukrainien parce que même des S-300, c'est dangereux pour des avions de 5e génération. Même des...
les systèmes sont faits pour des avions furtifs, pour de la guerre électronique avancée. Les Russes sont des experts en guerre électronique et ça, c'est le matériel que l'Iran utilise. Et là, on essaye de nous faire croire que c'est même plus 48 heures. Ils ont pris le contrôle du ciel en 24 heures et c'est ça qu'ils disent à la télévision. Ils disent, regardez ça ici, là, ils disent, je pense que c'est ça, ils ont neutralisé en dedans de 24 heures la défense iranienne. C'est complètement farfelu, c'est complètement farfelu. The Israeli defense minister announced that Israel is now using stand-in weapons over Tehran and will now have a 24/7 presence in the skies above Tehran. That means that they and the U.S. military have effectively suppressed the air defense systems, or IADs, over Tehran, a huge step forward in terms of being able to track the movements of Iranian leaders. Ça fonctionne avec le petit peuple, là. Ça fonctionne avec monsieur et madame tout le monde là, qui dit « Wow, les Américains sont incroyables, les Israéliens ont des... » Mais quiconque regarde des réelles opérations, la vraie guerre en Ukraine, c'est que c'est impossible de prendre le contrôle du ciel. Donc, l'Iran ne répond pas, n'utilise soit tout ça est comme de l'ordre du spectacle. Je pense pas que ce soit complète, c'est pas du spectacle, il y a des explosions, etc. Là, mais il y a il y a une entente. Et c'est impossible de prendre le contrôle du ciel en 24 heures. De la capitale, c'est-à-dire que, c'est-à-dire avant d'arriver à la capitale, il faut prendre le contrôle, il faut détruire tous les sites ailleurs dans le pays. Mais là, maintenant, ils sont dans 24 heures, ils ont la capitale. Là, puis c'est comme, ils sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au-dessus de la capitale à bombarder les cibles qu'ils veulent. Je pense que c'est convenu, parce que c'est pas possible, et donc je pense que c'est convenu, comme ce que j'expliquais l'été dernier, et que il y a aussi des cibles qui ont été convenues à frapper, c'est-à-dire il y a deux factions, c'est compliqué, là, mais il y a deux factions, et il y a probablement des cibles qui ont été convenues, probablement peut-être des dépôts de munitions, des cibles d'espionnage, des trucs, des cibles de l'État profond, hein, des gens qui sont plus à coquiner peut-être avec la partie Obama, la partie mondialiste, il y a comme la 5e colonne iranienne, etc., etc. Et on laisse les Israéliens, les Américains faire le travail sur la 5e colonne, à l'intérieur de l'Iran. Le chef suprême ne peut pas faire ça, mais on laisse les Américains et les Israéliens détruire la 5e colonne à l'intérieur affaiblir aussi les conservateurs, de sorte que on va aller vers la seule option à laquelle tout le monde va arriver, c'est de se dire, là, maintenant, il faut réellement négocier, il vaut mieux y aller vers des réformes et avoir un modéré. C'est ce que j'expliquais exactement l'été dernier lors du web journal. C'était quoi le nom du web journal? C'était... je ne me rappelle plus le nom. Je l'ai ailleurs, là, mais en tout cas, pour l'instant, je vous montre le clip. 15 juin 2025. Ce changement de mentalité va se produire avec l'Iran. Il va y avoir un changement, il va certainement y avoir un changement de direction sans changement de régime, je pense. En tout cas, ce ne sera pas un changement de régime dans le genre on bombarde et puis là, on renverse le gouvernement parce que il n'y a aucun changement de régime qui se fait comme ça, jamais nulle part, tout le monde le sait. Les spécialistes en stratégie militaire savent que pour un changement de régime, ça prend les troupes au sol, ce qu'ils n'ont pas en Iran. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est une guerre aérienne et l'Iran est préparé à ça. Mais l'Iran a probablement consenti à des changements, comme l'Arabie saoudite, et le fait que le régime soit décapité va permettre de mettre en place, peut-être remplacer, comme Ben Salman, là, remplacer des vieilles têtes blanches conservatrices par du nouveau sang un peu plus progressiste. C'est ce que je pense. J'ai changé, hein? C'est peut-être le clone numéro 6. Mais donc, je disais que l'objectif, c'est ça, c'était de changer des têtes blanches et d'amener du sang neuf, des personnes plus progressives, exactement comme de la façon dont Trump avait opéré en Arabie saoudite. Il avait écarté le roi Salman et les 6 premiers prétendants au trône. Il avait mis Ben Salman parce que Ben Salman était le réformateur. Et là, ici, dans les factions, il y en a un qui est un réformateur. C'est lui ici, là, c'est Hassan Khomeini, celui qui est en vert, c'est le plus jeune des prétendants. Et lui, c'est le petit-fils de l'ayatollah Khomeini, le premier là, qui était à Paris puis qui s'est rendu en Iran pour la Révolution.
Et donc, et lui, c'est un modéré. Donc, surveillez ce nom-là, Hassan Khomeini. Et un autre ici, il y a aussi les tenants de la ligne dure. Donc, Mojtaba Khamenei, le fils de l'actuel ou de l'ancien ayatollah, celui qui était là récemment. Là. Et donc, mais donc, c'est ça. Si ça se confirme, c'est ça, Hassan Khomeini devrait devenir, en appliquant suffisamment de pression pour éviter, tu sais, si les États-Unis disent, en mettant de la pression, en disant genre, l'Europe maintenant embarque, on va détruire complètement toutes vos infrastructures, mettez un maudit modéré et puis comme appliquer des réformes, vous allez, maintenir votre régime en place, vous allez demeurer une théocratie, mais ça va être plus modéré. Et donc, c'est pour ça, ils sont probablement obligés d'opérer de cette façon-là avec la force parce que, justement, dans les gardiens de la Révolution, etc., il y a beaucoup de têtes blanches, des durs à cuire et qui n'ont pas peur de la mort puis que c'est non. Et donc, il faut appliquer de la force comme ça pour arriver à des changements, comme je l'expliquais l'été dernier, un changement de leadership sans changement de régime. On s'entend-tu sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de changement de régime parce que le régime contrôle l'armée et les troupes au sol et que même une campagne de bombardement de 6 mois que Trump ne peut pas se permettre, même une campagne de bombardement de 6 mois ne donnerait aucun contrôle sur le terrain, il y aurait juste des pertes. Et puis la Russie, ça fait 4 ans que la Russie bombarde là, régulièrement l'Ukraine, plus des troupes au sol, et ils ne sont pas capables. Vous comprenez? Même si les États-Unis, Israël, la France, l'Allemagne, l'Angleterre bombardaient 24 heures sur 24, ils n'auraient toujours pas le contrôle du sol et c'est pas possible. Et donc, le changement de régime n'est pas possible, mais donc ce que Israël voudrait n'est pas possible, mais en changeant le leadership et en ayant un leadership plus doux, plus modéré, en favorisant la faction modérée, on peut sauver le régime. Et donc, vous voyez ici, donc, Ayatollah Khamenei, c'est le représentant de la faction conservatrice ou la droite. Et il y a ici Massoud Pezeshkian, qui est le président actuel et qui représente les réformistes ou la gauche, etc. Et ce que Thierry Messon nous avait expliqué aussi, qu'il y avait une faction, aussi la faction réformiste, qui était beaucoup plus près des intérêts des États-Unis et d'Israël, etc., etc. Et ce qu'on voit, c'est pas un changement de régime, encore une fois, c'est ce qu'on appelle en anglais du nudge, c'est-à-dire on déplace, pas la fenêtre d'Overton, mais on pousse vers des changements politiques à l'intérieur de l'Iran. Donc, maintenant, je vais continuer rapidement avec ça ici. Donc, opération, aucune riposte sérieuse de la part de l'Iran. Okay. Vous me réveillerez quand un navire américain sera dans le fond du Golfe Persique. Et maintenant ici, même modèle qu'avec Nasrallah, Assad et Maduro. Si vous regardez les événements géopolitiques qui se sont produits depuis 1 an et demi, c'est absolument incompréhensible et c'est du jamais vu dans l'histoire. Et c'est pas à cause de... Il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur dans le retrait, c'est pas une mort, c'est le retrait de Nasrallah, le retrait de Assad, le retrait de Maduro et après ça, le retrait de l'Ayatollah Khamenei. Okay? C'est du Trumpisme, c'est de la méthodologie. Donc, généralement, le problème est réglé en quelques heures. Il y a une impossibilité opérationnelle à l'opération qu'on nous explique. Il n'y a pas de troupes au sol, pas de conséquences et un retour rapide à la normale. Prenons par exemple, ce n'est pas exactement du copier-coller dans tous les cas, mais prenons par exemple le cas de Nasrallah. Il était comme de façon totalement incompréhensible, alors qu'Israël disait qu'il allait attaquer, frapper, etc., il est allé prendre le thé dans son bunker que les Israéliens connaissent et sur lequel il y avait une cible. Le gars Nasrallah, c'est un renard. Là. Ça fait 40 ans qu'il se bat contre Israël. Il sait comment ils opèrent. Il a survécu à des dizaines de tentatives d'assassinat, etc. Et là, il a fait le move, comme on dit en québécois, le geste le plus stupide de sa vie, c'est-à-dire alors qu'Israël dit qu'il va bombarder, il s'en va dans son bunker. On avait tout expliqué ça dans le web journal.
Salam, ici. Il fait le geste le plus stupide de sa carrière. Il s'en va prendre le thé dans son bunker avec son haut commandement. Et là, il est frappé. Donc, le problème est, Israël dit qu'il va attaquer le Hezbollah. Nasrallah se présente dans son bunker. Il est éliminé. Donc, problème réglé en quelques heures. Impossibilité opérationnelle. Il n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait jamais fait ça dans quelque situation que ce soit. Il n'y a même pas une chance sur 100 qu'il se serait comporté comme ça alors qu'Israël disait qu'il allait frapper. Okay? Évidemment, il n'y a pas eu de troupes au sol. Il n'y a pas eu de conséquences. On nous disait que le Hezbollah, par exemple, avait des centaines de milliers de missiles. J'avais montré les chiffres, là, ça montait, c'était aux alentours de 100 000. Et on nous disait que le Hezbollah était capable de réduire en cendres les villes comme Haïfa, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il n'y a pas eu... Alors que son leader avait été complètement éliminé, il n'y a eu aucune riposte sérieuse du Hezbollah. Quelques voitures détruites, des roquettes, un pouf-pouf, mais rien de sérieux. Comme les attaques, comme la réplique de l'Iran après le meurtre de Soleimani, aucune réplique sérieuse. Le coup de téléphone aux États-Unis, Trump le dit, j'ai montré les clips, ils nous ont appelés. Même l'été dernier, c'était ça. C'est toujours ça, c'est les courroies de transmission en coulisses. Ils disent, ne vous inquiétez pas, on va frapper à telle heure. Et puis, même chose. Donc, aucune... Des ripostes qui n'ont pas de dents, et c'était la même chose avec le Hezbollah. Normalement, si tu te fais tuer ton chef comme ça, tu tires toutes tes roquettes, c'est la guerre totale, etc. Et il n'y a plus de... C'est 100 quartiers, et or, rien. Et finalement, c'est ça, là, bon. Retour à la normale, il continue à y avoir des escarmouches, mais ça, c'est pour Nasrallah. Après ça, il y a eu Assad. Rappelez-vous, Assad, entre deux web-journaux, Assad qui régnait sur la Syrie, hein, le clan Assad qui régnait depuis, 50, 60 ans sur la Syrie, a été débarqué alors que les rebelles dans le nord, l'attaquer, etc., n'avaient aucune force capable de battre l'armée régulière syrienne, c'est ça. Les rebelles avaient été repoussés, étaient contenus, n'avaient aucune force capable de battre l'armée syrienne. Mais là, entre deux web-journaux, en l'espace de 3-4 jours, là, ils ont roulé directement, je l'ai déjà expliqué ça, ils ont roulé directement de l'attaquer jusqu'au palais présidentiel. Il y a aucune... Ils n'ont pas été arrêtés du tout par l'armée. Il y a des gens qui disent l'armée, c'est un stand-down order. Après ça, quand ils sont arrivés à la capitale, regardez juste le genre de combat qui existe dans des villes comme Konstantinivka ou Kupiansk, Bakhmut, des villes comme ça en Ukraine. Prendre une ville, ça prend des mois, ça prend 6 mois avec des pertes énormes, etc. Et c'était le frère de Assad qui contrôlait la garde républicaine, je pense que c'est la première division blindée syrienne, des troupes d'élite, là. C'est des gens qui sont prêts à mourir pour le clan Assad et rien, non. Ils ont roulé complètement à l'intérieur de la capitale, ils sont allés jusqu'à l'intérieur du palais, ils ont pris les clés, etc. Et Assad est parti et ça a été... évidemment, ça n'a absolument... C'était totalement invraisemblable. Et là, les gens disaient à l'époque, les géopoliticiens de pacotille disaient genre, c'est un coup de la CIA, la CIA a réussi à renverser Assad, etc. Puis là, je disais non, ça n'a rien à voir, c'est convenu d'avance avec Assad, c'était convenu avec Nasrallah, c'est convenu d'avance avec Assad. Et j'en veux pour preuve le fait que les Russes ont gardé leur base de l'attaquer. Et leur base de Tartouse, la base navale de Tartouse en Méditerranée, c'est leur seule base en eau chaude. Et donc, il n'y a pas eu de conséquences. Ouais, normalement, quand tu as un changement de régime comme ça, si ce n'est pas convenu d'avance, les Russes dégagent. Parce que c'est ça l'objectif un peu. Là, les Russes étaient alliés avec Assad, et puis là c'est comme les djihadistes qui prennent le contrôle, et donc c'est sûr que les djihadistes qui se sont fait bombarder par les Russes, ben, ils vont faire en sorte que les Russes s'en aillent. Mais non! Ils sont restés l'attaquer, et puis Tartouse, les Russes sont encore là, et donc, encore une fois, problème réglé en quelques heures, impossibilité opérationnelle, bon, pas trop au sol ici, c'est pas le cas, mais pas de conséquences, et retour à la normale. Même chose avec Maduro, problème réglé en quelques heures. Ah bon, tu te réveilles le matin, Maduro est à Washington. Ah, problème réglé en quelques heures, impossibilité opérationnelle, on a tout expliqué ça, les vols d'hélicoptère au-dessus d'une ville où est-ce que n'importe quel enfant de 6 ans peut tirer un rocket propel, un RPG sur un hélicoptère. Sur une capitale en mode défensive, tu peux recevoir des tirs. C'est comme 12 hélicoptères qui peuvent recevoir des tirs à de l'anti-aérien sur des kilomètres. Bon, on a tout expliqué ça. Donc,
Encore une fois, les États-Unis, problème réglé en quelques heures, impossibilité opérationnelle, pas de troupes au sol. Encore une fois, je répète que même s'il avait une arme secrète, le discombulator, vous y avez cru, pour régler ça, tu lances n'importe quoi, les gens vont juste mordre. On a une arme secrète qui nous a permis ça, le discombulator. Même s'il y avait une arme secrète qui leur avait permis de faire ce raid-là sur Maduro, il y aurait toujours eu un haut pourcentage de chances qu'un des hélicoptères soit abattu, qu'il y ait des blessés, des morts, etc. Puis là, ça devient, à partir du moment où les Vénézuéliens contrôlent les blessés, les morts, ils ont des prisonniers, etc., ça devient un incident international. Aucun président américain n'aurait pris cette chance-là. Si vous connaissez un peu comment fonctionne aucun président américain. J'ai tout expliqué ça. Et donc, puis après ça, retour à la normale. La nouvelle présidente qui remplace Maduro, toute contente, elle serre la main des États-Unis. Ils sont comme, c'est comme si de rien n'était, comme si leur président n'avait pas été capturé. Aucun tir sur les bateaux américains. Et là, c'est la même chose avec... c'est le même modèle ici avec l'ayatollah Khamenei, c'est-à-dire problème réglé instantanément, impossibilité opérationnelle, pas de troupes au sol, pas de conséquences et retour à la normale. Les négociations reprennent, là, donc les États-Unis et l'Iran, les négociations reprennent, là, on va y arriver, mais je voulais juste vous montrer encore une fois, ici, pour appuyer mon propos, ici Claude Moniquet, qui est un spécialiste du renseignement français, qui a travaillé dans la DGSE, la Direction générale du sécurité extérieure, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi le DGSE, mais Direction générale sécurité intérieure, puis il y a sécurité intérieure, sécurité extérieure. Et donc, c'est la CIA française qui explique, qui est auteur de plusieurs livres que vous voyez ici, là, qui est souvent invité sur les plateaux, qui explique que c'est absolument inconcevable que Nasrallah se soit fait prendre de cette façon-là, mais après ça, que Khamenei ait fait exactement la même chose. C'est-à-dire, alors que tout le monde... C'est juste pas possible. Ils savent c'est quoi les Israéliens, les Américains. Premièrement, quand il y a des missiles qui sont tirés, ils sont avertis, puis ils sont restés sur place. Et puis, mais écoutez-le, C'était fin septembre 2024. Et rappelez-vous, ça avait surpris le monde entier, d'une part par la précision évidemment des renseignements israéliens qui avaient exactement localisé non seulement Hassan Nasrallah, mais l'ensemble de l'état-major du Hezbollah dans un bunker dans le sud de Beyrouth, et puis qui a frappé, qui a détruit le bunker et qui a annihilé en une seule frappe l'ensemble de cet état-major. Et très curieusement, ce qui s'est passé hier, c'est quasiment une copie conforme de cette opération, comme si les dirigeants iraniens, trop sûrs d'eux, n'avaient rien appris de l'histoire. Ils se sont réunis à plusieurs autour du guide suprême Ali Khamenei dans un bunker sous le palais présidentiel. Alors, ils avaient le choix entre plusieurs installations, dont 2 bunkers très profondément enfouis, entre 80 et 100 mètres de profondeur, qui n'auraient pas pu être frappés par les bombes israéliennes. Seuls les Américains ont le matériel nécessaire. Ils ont choisi un autre bunker, ils ont été visés et ils ont été éliminés. Alors, c'est à la fois un succès de renseignement. Les Israéliens ont su à quel moment, à quelle heure, à quel endroit exactement se trouvait Nasrallah, ses proches, son fils et plusieurs de ses conseillers. Et puis, évidemment, c'est une série d'erreurs invraisemblables du côté iranien. Il semblerait que les erreurs invraisemblables. C'est pas même chose avec Nasrallah. C'est Nasrallah, lui aussi, c'est une erreur invraisemblable, alors que le gars a évité des frappes israéliennes, des tentatives d'assassinat pendant 40 ans, alors que les Israéliens disent qu'ils vont frapper, s'en va à un bunker qui peut être frappé, son bunker officiel qui peut être frappé. Ce n'est pas crédible, hein. Et donc, même chose avec Khamenei. Comme il le dit, c'est invraisemblable. Alors que les frappes s'en viennent, il ne choisit pas le bunker souterrain, il choisit le bunker en surface qui peut être frappé. OK? Et donc, en ce qui me concerne, ici, il y a anguille sous roche et ça semble être, encore une fois, le genre d'opération convenue. Les opérations, comme dit Idriss Aberkan, performatives. Il y a eu un direct avec Ferreira hier, je pense, où ils ont justement cité certaines des idées qu'on développe à Radio-Québec. Je vous montre le premier exemple, justement, avec le Venezuela, où ils expliquent que c'est le modèle Maduro, c'est-à-dire ce que je viens d'expliquer, problème réglé en quelques heures, impossibilité opérationnelle, pas de troupes au sol, pas de conséquences, retour à la normale instantané comme ça. Vous y croyez? Oh!
pensais que c'était... alors, c'est celui-là ici? Non, celui-là. Là, clairement, toute la presse israélienne déclare et confirme que Khamenei est mort, ce qui pointerait vers une guerre très courte. Là, si Khamenei est mort... Là, oui, là, effectivement, si ça se confirme, on peut accepter là l'idée qu'on va déboucher sur une solution plus courte avec un changement de régime dans les conditions que je viens de rappeler, c'est-à-dire que c'est pas Tocqueville qui prend le pouvoir à Téhéran. Oui, mais on se retrouverait donc sur un scénario à la vénézuélienne qui est exactement ce que veut Trump. Ah bah alors là, ça peut être voilà le grand spectacle final. Alors là, s'il a fait ça, le premier qui me dit que c'est pas un génie, alors là, c'est... Oui, bah, voilà, c'est ça. C'est que s'il a vraiment fait ça, en effet... Alors là, parce que là, du coup, il aura éteint Netanyahou définitivement. Quoi. Là, il n'y aura pas C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de raison. Là, tu auras donc un héritier à Khamenei qui va immédiatement rentrer dans des négociations ostentatoires, performatives avec Trump, qui coupera toute raison, de près ou de loin, de faire la guerre pour Netanyahou et pour Israël en général. En effet, là, d'ici lundi, ça y est, les midterms sont sécurisés, les bourses repartent, Trump change de casquette et on est plié, quoi. Ah bah là, voilà, donc transition en douce, Trump sauve pour la deuxième fois le régime iranien. Il va y avoir un successeur plus doux et ça va couper l'herbe sous le pied des Israéliens dans leur tentative de changement de régime. La théocratie va se maintenir, mais va être adoucie. Hein? Et là, il y a un autre segment, justement. Il dit c'est le modèle Maduro. Comme je viens d'expliquer, c'est le modèle Maduro. C'est le modèle Nasrallah, le modèle Maduro, le modèle Assad, etc. Où est-ce qu'on change les leaders comme ça? Ça vous chicote pas quand vous regardez le pattern? Vous avez encore des doutes? Les choses qui se passent qui ne se sont jamais passées en relations internationales. Une fois, ça pourrait être, ouais, tu sais, comme Nasrallah, ouais, c'est difficile à croire. Mais là, après ça, Assad, Maduro, puis là, maintenant, Khamenei, il y a comme un fil conducteur. Et ils expliquent ici, justement, que c'est... il y a un deuxième segment, justement, où il explique que c'est un peu sur les lignes de ce que j'expliquais l'été dernier. Que bon, bah alors là, de toute évidence... on reviendrait sur le playbook type Alexis Cossette-Trudel, à savoir Trump-Mozart, guerre performative, guerre spectacle à 100%. J'en dirais oui, mais il y a eu une école, ça c'est pas une frappe américaine, c'est une frappe israélienne. Et on viendrait à une guerre spectacle avec un scénario à la vénézuélienne, avec d'entrée de jeu l'exploitation de traîtres, le développement de la situation en termes diplomatiques, et au final, Netanyahou qui se verrait l'herbe coupée sous le pied une deuxième fois, quoi. Ah bah là, si c'est ça... Je dis bravo, chapeau l'artiste, parce que ce serait effectivement une pirouette, cascade, triple lutz, inimaginable. Ouais. On salue Idriss Aberkan, on leur remercie de nous avoir mentionné comme ça. Mais c'est ça. Et donc, vous voyez, les négociations ont déjà recommencé. Hein? Donc, ici, on nous dit... c'est ça, ici, Netanyahu. Sur Fox News, ils nous disent qu'ils ont reçu un appel de la Maison-Blanche leur disant que l'Iran avait appelé et qu'il voulait recommencer à négocier, etc., etc. On vous montre ça. Just got a message from a senior White House official who tells Fox News President Trump said new potential leadership in Iran has indicated they want to talk, and eventually he will talk. For now, Operation Epic Fury continues unabated. Harris? L'Iran veut parler et Trump accepte. Donc, il dit ici à The Atlantic, « J'ai accepté de parler ». Trump a déclaré à The Atlantic que les dirigeants iraniens souhaitaient reprendre les négociations. Évidemment, parce que ça a toujours été ça depuis le début. Ça n'a jamais été une troisième guerre mondiale. Ça n'a jamais été une boîte de Pandore. L'ouverture d'une boîte de Pandore, c'est toujours ficelé d'avance et il n'y a jamais de possibilité de dérapage. Donc, Trump affirme que l'Iran souhaite dialoguer après l'assassinat du guide suprême. L'assassinat du guide suprême, ils auraient dû le faire plus tôt. Ils ont été trop malins. Ici, on nous dit dans The Atlantic, le lendemain des frappes contre l'Iran qui ont tué l'ayatollah Khamenei et plongé la région dans la guerre, le président Trump m'a déclaré ce matin que les nouveaux dirigeants du pays souhaitaient s'entretenir avec lui. Donc, ce n'est pas la ligne dure, on s'entend? Si c'était genre, tu sais, Allah Akbar, et puis, tu sais, on fait sur on choisit la voie du shahid, du martyr, on va couler des porte-avions américains et on va, tu
on va partir en gloire, mais c'est pas ça, là. Ça aurait pu être ça, parce que c'est une théocratie, mais c'est pas ça, là. Ils veulent négocier, c'est des pragmatiques. Je rappelle que les Iraniens, c'est des joueurs d'échecs, c'est des super bons mathématiciens, joueurs d'échecs, etc. Les gens les prennent pour des imbéciles, mais c'est vraiment c'est un peuple brillant. Et donc, le président Trump a déclaré ce matin que les nouveaux dirigeants du pays souhaitaient s'entretenir avec lui et qu'il comptait le faire. Donc, Trump a accepté de recommencer les négociations. Ils veulent parler, dit Trump, et j'ai accepté de parler. Donc, je leur parlerai. Ils auraient dû le faire plus tôt. Ils auraient dû donner plus tôt ce qui était pratique et facile à faire. Ils ont trop attendu, m'a dit Trump lors d'un appel téléphonique. Blablabla. Donc, c'est déjà... c'est déjà enclenché. Encore une fois. Donc, je vais résumer ça rapidement. Est-ce que j'ai autre chose ici? Ouais, c'est ça, c'est le jour de la marmotte. C'est dans ce web journal-là que j'ai l'extrait. Donc, j'avais expliqué dans la totale ici qu'il n'y allait pas avoir de changement de régime. Ça, c'était les deux, c'était au mois de juin dernier. Trump vient de sauver le régime iranien. Hein? On tourne la page. Ça, c'était lorsqu'il avait bombardé alors que Netanyahou voulait un changement de régime, il n'avait fait que bombarder le truc nucléaire, les installations nucléaires en surface. Et on avait tourné la page. Et après ça, dans le tacle du siècle, j'avais expliqué qu'il n'y allait pas avoir de changement de régime et que... c'est ça, qu'il avait finalement sauvé le régime. Et c'est ce que j'explique aussi présentement dans la gaffe, c'est-à-dire que le régime va continuer, mais il va y avoir un adoucissement, comme j'ai expliqué. Voilà. Donc, une transition en douce. OK? Je pense est-ce qu'il me restait autre chose? Je pense que je n'ai pas tout dit ce que je voulais dire. J'ai sauté vraiment du coq à l'âne, mais... Donc, est-ce que je suis le seul à voir le modèle Nasrallah-Assad-Maduro, que c'est le modèle Assad-Nasrallah-Maduro qui a été appliqué à Khamenei et que tout ça est cousu de fil blanc? C'est toujours le même mode d'opération avec Trump. Problème est réglé en quelques heures. Impossibilité opérationnelle, pas de troupes au sol, pas de conséquences, retour rapide à la normale. Il recommence les négociations, etc. Et ce qu'on va voir, c'est probablement l'arrivée d'un plus modéré, peut-être Khomeini, Hassan Khomeini. Et s'ils mettent un tenant de la ligne dure, ça sera peut-être, on verra, là. Peut-être que je me serais trompé, mais on verra. Si tu mets un tenant de la ligne dure, c'est peut-être aussi parce que tu sais qu'il va négocier. De toute façon, tu sais qu'il va négocier puis qu'il va accepter, mais que tu veux un tenant de la ligne dure pour convaincre les autres tenants de la ligne dure, etc., pour leur dire, on est rendu là, regardez, on a tous les pays du Golfe contre nous, l'Europe de l'Ouest vient d'embarquer avec Israël et les États-Unis, on va se retrouver comme l'Irak, on n'a plus le choix, on se fait bombarder, etc., il faut absolument bouger. Et donc, voilà. On en veut un avec la barbe plus courte, ouais. Je suis sûr que j'ai autre chose, mais pour l'instant, c'est ça qui est ça. Est-ce qu'on va laisser ça comme ça, Web Journal d'une heure? On va juste faire un petit récapitulatif. Je voulais vous demander, s'il vous plaît, dans la mesure du possible, d'appuyer Radio-Québec avant de faire le petit récapitulatif, là. Évidemment, on ne peut pas continuer à faire ce qu'on fait sans le soutien de nos auditeurs. C'est primordial. Et si on a une vision, si on est capable d'avoir une vision synoptique qui part de 2018-2019 et de voir les régularités avec Trump, c'est parce qu'on a été appuyé par nos auditeurs durant toutes ces années. Et c'est à cause des auditeurs qu'on est capable de vous livrer des raisonnements comme ça et que finalement, nos raisonnements ont beaucoup de sens, font boule de neige et sont repris ailleurs. Hein? C'est-à-dire que c'est pas juste Radio-Québec que vous appuyez, c'est pas juste Alexis Cossette et les gens qui m'entourent. C'est le fait que cette information fasse boule de neige et change les mentalités et change la façon d'analyser les choses. Et ça a des impacts majeurs aussi ailleurs sur le net. Et donc... pensez pas qu'un petit don, là, comme le 10, 20, 50, qui ne sert à rien, il permet de poursuivre ce travail-là, de changer les choses, et puis ouais, je pense que ça a une valeur. On ne met pas de paywall sur Radio-Québec, on ne met pas de paywall. Il y a beaucoup de canaux d'information qui
qui charge par émission ou au mois. Nous autres, on fait pas ça parce qu'on veut que nos idées soient le plus largement disponibles. Et ça passe par l'appui de nos auditeurs volontaires. Et donc, si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas, pensez à nous. Et donc, voilà. Il faut le faire à tous les web journaux. Il y a différentes façons de le faire, par la poste, par transfert Interac, PayPal, Bitcoin, par carte, etc. C'est l'info qui clarifie tout. Au moins, ça donne, au minimum, même si vous n'êtes pas d'accord, ça donne à réfléchir. On couvre souvent des angles qui sont couverts par personne. Et ce qu'on montre aussi, c'est des régularités qui passent inaperçues ailleurs. Donc, relation entre Trump et l'Iran 2019-2025, surtout en 2019, etc., Trump a toujours, lors de son premier mandat, été extrêmement respectueux et apaisant avec les Iraniens. Il voulait vraiment négocier. Ici, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. C'est une opération limitée. Il n'y aura pas de changement de régime non plus pour les raisons qu'on a évoquées. Ce que c'est surtout faire pression sur les tenants de la ligne dure au sein du régime afin de paver la voie aux modérés. On détruit peut-être aussi des cibles de l'État profond ciblées spécifiques en Iran. Des sites secrets ou des trucs comme ça, c'est bien possible qu'il y en ait. Ce n'est pas une guerre illimitée. C'est une guerre extrêmement limitée. Il n'y a aucune cible sérieuse qui a été frappée, très dommageable. On dit qu'il y a des morts. Trump a dit qu'il y avait je pense, des soldats américains qui sont morts. On ne le saura jamais. C'est le brouillard de la guerre et la désinformation. On ne le saura jamais si c'est vrai. Hein? C'est comme cette histoire de l'école des jeunes filles qui a été frappée par une bombe. On ne saura jamais le fond de l'histoire. Est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que ça s'est réellement passé? Peut-être. J'ai pas vu les vidéos, là, mais peut-être. Mais c'est quoi au fond du... est-ce que c'est un missile qui a mal fonctionné? Ou est-ce que c'est une... c'est ça. On le saura. C'est peut-être délibéré, mais on le saura. Le fond de l'histoire, on ne le saura jamais. Il faut faire attention avec l'indignation sélective. Il y a eu plein de ces... par exemple, en Ukraine, il y en avait eu une histoire aussi des Russes avaient supposément attaqué une pouponnière. Rappelez-vous aussi les bébés dans les incubateurs en Irak, etc. On est dans le brouillard de la guerre. Tout ce qu'ils ont fait avec Assad pour l'attaque au gaz, c'est des fausses attaques au gaz, etc. Soyez juste comme un peu plus circonspect avec l'information qu'on vous donne. Même chose avec les frappes sur les infrastructures civiles ailleurs, dans les pays du Golfe. Qui tire vraiment? On ne sait pas vraiment qui tire. Les gens disent l'Iran a tiré sur un truc résidentiel. Est-ce que c'est vraiment l'Iran? Est-ce que l'Iran a intérêt... L'Iran qui a une force de frappe spectaculaire en termes de missiles, est-ce qu'il a intérêt à tirer genre des missiles, des trucs sans conséquence sur des édifices civils où tu veux alors que tu t'embarques dans une guerre potentiellement longue, tu veux garder tes drones et les utiliser sur des infrastructures militaires, là, comme des porte-avions, des bateaux, etc., des bases et tout. Et donc, il semble y avoir aucune cible sérieuse attaquée et ça semble plus être des opérations spectacles. La mort de Khamenei semble totalement invraisemblable. Comme le dit Claude Moniquet, ils ont... Premièrement, le truc avec Nasrallah est totalement invraisemblable, qu'ils aient choisi le bunker en surface alors qu'Israël disait qu'il allait frapper. C'est comme si tu disais, genre, je m'en vais à l'endroit le plus dangereux où Israël va savoir que je suis là, ou va savoir que je suis présent, le plus facile à identifier. Le moins de subterfuge, le plus évident. Je vais aller à l'endroit le plus évident où est-ce que je pourrais me faire frapper, puis là, bang, alors que le gars était intelligent, encore une fois. Là. Et pas seulement ça, c'est que Khamenei aurait fait la même chose. Il y avait le choix en différents bunkers, des bunkers plus creux, mais non, il a été pris à prendre le bunker en surface, celui que les Israéliens peuvent détruire, et le plus évident et le plus... really? Alors que ce sont... c'est ça, ce sont des gens intelligents, ce sont des mathématiciens, des joueurs d'échecs, etc. On nous les présente comme des imbéciles. Je ne pense pas que ce soit le cas. Okay? Je pense qu'il y a plus... que ce qu'on nous dit. Il y a plus que ce qu'on nous présente, là. Retirer Khamenei pour mettre sans nécessité, ça a peut-être fait partie des négociations, tu sais. Et donc, aussi, c'est ça, donc, guerre illimitée, et la diplomatie reprend, l'Iran veut reprendre les négociations, etc., etc. Voilà, donc,
Pas de troisième guerre mondiale, pas de changement de régime. Israël qui se fait probablement tacler aussi. Donc, on va continuer probablement avec une théocratie, mais avec beaucoup d'assouplissement, comme je l'ai expliqué l'été dernier, le clip que je vous ai montré. Et donc, voilà. C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Merci à tous ceux des gens qui contribuent là, sur Rumble. Je les vois passer. Là. Merci beaucoup. Merci, merci. Voilà. Autre chose. Je sais que j'avais autre chose, mais je n'ai pas tout expliqué ce que je voulais. Là. La doctrine, et c'est ça, la doctrine, le modèle Nasrallah Assad-Maduro, on pourrait maintenant l'appeler le modèle le modèle Nasrallah Assad-Maduro-Khamenei. Le modèle de remplacement des leaders instantanés sans conséquences, avec un retour rapide à la normale. Des trucs instantanés comme ça. On change le monde et ça va se passer. Il va se passer probablement la même chose à Cuba. Là. Hein, c'est ça qu'il dit d'ailleurs, Trump. Il dit il va y avoir une transition rapide à Cuba. No money, they have no anything right now, but they're talking with us, and maybe we'll have a friendly takeover of Cuba. We could very well end up having a friendly takeover of Cuba. What about the post? Friendly takeover of Cuba. Ils sont en discussion avec Cuba et apparemment, ça aussi, ça va changer. Ça va être, donc, tout change et là, ils sont en négociation et donc, après ça, s'il se passe quelque chose, là, dites pas, c'est comme quand il était en négociation avec Maduro, dites pas genre, soyez pas surpris, là, ils sont en train de planifier comment ça va se passer maintenant. Et là, après ça, on va être témoin de ça. Donc, ça se passe. Les choses c'est comme avec Kim Jong-un. On négocie à l'avance et puis après ça, on déroule le spectacle. Donc, jamais de boîte de Pandore avec Trump. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On n'étirera pas ça plus qu'il faut. Ça va se terminer assez rapidement. Merci beaucoup. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. J'ai encore une fois juste eu 24 heures pour le faire. Je suis désolé. Je ne sais pas si c'était suffisant. De toute façon, il va y avoir d'autres développements. On va revenir là-dessus. On va voir si finalement les événements nous donnent raison. Allez, ciao. À la prochaine, les gars et les filles.